Bienvenue dans cet entretien de la rédaction que nous tenons ici à Marrakech en marge de la 11e édition des Atlantic Dialogues organisée par le Policy Center for the New South autour cette année d'une thématique qui concerne la mutation du monde dans lequel nous vivons, alors quelles sont les opportunités, mais aussi les challenges par rapport à cette région de l'Atlantique élargie. Et bien sûr, cette 11e édition, tout comme les autres éditions, connaît la participation d'éminentes personnalités du monde de la diplomatie, mais aussi de la défense, sans oublier bien sûr de la politique, mais aussi des académiciens de tous bords et surtout des quatre coins de la planète. Nous avons installé nos studios ici et nous profitons de la présence de ces personnalités ici pour leur poser quelques questions. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau l'ancienne chef de la diplomatie espagnole. Bonjour Ana Palacio, merci de répondre à nos questions. Mais c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi. Tout l'honneur est pour nous. Alors, peut-être commencerons par ce contexte dans lequel se tiennent ces Atlantic Dialogues et cette coopération dans ce monde en mutation. On parle d'un nouvel ordre mondial, on parle de la redéfinition du multilatéralisme. Et aujourd'hui, eh bien, le Maroc se retrouve, tout comme d'autres pays, confronté un peu et dans cette mutation de cette région. Que pouvez-vous nous dire d'abord sur ce contexte-là et sur cette étrange période, cette étrange ère dans laquelle nous vivons? Eh bien, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, surtout pas facile à répondre dans un temps télévision où on doit être très synthétique. Bon, essayons. D'abord, nous sommes, les Anglais, surtout les Américains, parlent du perfect storm. Eh bien, voilà, c'est la tempête parfaite, parce qu'il y a eu le Covid. Mais il y a aussi une prise de conscience, et je pense qu'une accélération des phénomènes météorologiques qui font que tout le monde prenne conscience de la nécessité de la transition énergétique. Il y a l'invasion de l'Ukraine, mais il y a aussi, dérivé de l'invasion de l'Ukraine, l'Europe qui se réveille à partir tout azimut pour chercher la sécurité énergétique, qui soudain change. Et franchement, il y a aussi la question de la sécurité alimentaire qui concerne et qui va faire ricocher sur la sécurité tout court, la sécurité physique. Et puis, franchement, il y a l'inflation. Tout ça, c'est lié. C'est lié, disons, tout est lié. Ce sont des liens qui ne sont pas clairs et qu'on ne peut pas résumer en une ligne. Mais moi, je dirais que c'est le contexte. Alors, dans ce contexte, quelles sont les nouveautés? Eh bien, je dirais tout d'abord que, franchement, il n'y a pas de coopération. Franchement, il faut le dire. Et il n'y a pas de coopération parce que, au Conseil de sécurité, vous avez un des 5 membres, et disons un autre réticent, un autre qui est la Chine, qui n'est pas... Et ça fait... Si on doit compter sur ça. Mais nous avons, et je dis nous, quoique nous pouvons très souvent parler de nous, Maroc, des deux rives de la Méditerranée, parce que nous sommes un peu... enfin, c'est comme glace. Mais... C'est un miroir, en fait. Oui, voilà. Pas une glace, un miroir. Voilà un mot français qui flanche, parce que on ne parle plus. Il est très bon, votre français. Non, mais voilà, donc, quand je dis en Europe, eh bien, et je pense qu'aux États-Unis aussi, soudain on a vu que l'Afrique, que l'Amérique latine tenait fort et disait nous ne nous sentons pas concernés et nous ne voulons pas nous engager dans ces résolutions des Nations Unies sur l'Ukraine. Et ça c'est aussi intéressant, c'est une prise de position. Moi je n'aime pas le terme de Sud, je crois qu'il n'y a pas de Sud. Il y a l'Afrique, il y a le Maroc d'ailleurs, félicitations parce que c'est vraiment formidable. Et ce génie que vous avez à la tête de l'équipe de foot,
il a dit l'autre jour quelque chose qui est vrai. Ben non, nous on est le Maroc d'abord et puis c'est l'Afrique. Je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. C'est un peu tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Donc voilà, ça il faut faire avec. Alors pourquoi? Parce que il y a quand même des défis qui sont communs. Et je ne parle pas uniquement de l'énergie. Et comment allons-nous faire face aux défis communs? L'inflation est un autre défi commun, sans avoir cette idée qui était un préalable, qui était un acquis, la coopération. Bon, ben, ça va être compliqué. On va vous dire, il faudra faire sans coopération. Bien, franchement, je ne sais pas comment on fait sans coopération. Ce qui veut dire quoi? Qu'on doit retrouver une coopération. Et ce qui veut dire quoi? Que l'Afrique, l'Amérique latine vont jouer un rôle très important pour retrouver la définition de cette coopération. Et la preuve, c'est que certains, je pense au président du Sénégal, qui est maintenant le président de l'Union africaine, qui est monté au créneau quand il y a eu une question qui lui touchait de très près. C'était les questions d'intégrité territoriale, la résolution sur l'intégrité territoriale. Et je crois qu'il faudra revoir la copie de cette structure de coopération qu'on a prise pour éternelle et la revoir en partant de questions concrètes et en retrouvant une voix forte de l'Amérique, pas de l'Amérique des pays d'Amérique latine, des pays de l'Afrique, des membres de Nations Unies africaines. Et c'est là où le Maroc va jouer un rôle important, parce que le Maroc est une plaque tournante. C'est une plaque tournante entre la Méditerranée et l'Atlantique, entre l'Europe et les pays sous-sahariens, entre les deux rives de l'Atlantique. Et c'est pour ça que cette conférence est extrêmement importante. C'est la seule conférence aujourd'hui, à ma connaissance, et je pense que j'ai une certaine information, à aborder le bassin atlantique, comme vous dites, élargi par la Méditerranée. Et maintenant où on ouvre, on lit, on cherche, et il y a toujours le Pacifique, nord et sud, parce que là on ne fait pas de différence, c'est le Pacifique partout. Eh bien, je crois qu'il faut reprendre enfin, il ne faut pas faire la concurrence, on est plus important, on est moins important, mais de dire, pour les choses qui intéressent, en énergie, on ne sait pas faire sans l'Afrique. Mais quand je parle énergie, je parle évidemment de terres rares, je parle de cobalt, je parle d'énergie renouvelable, je parle de tout ça, on ne sait pas faire. Et dans le futur, et ça c'est... Je pense que... dans le futur, alors dans un futur proche ou même parlons du présent aussi, quand on parle de coopération aujourd'hui, la coopération entre le Maroc et l'Espagne c'est même pas un nouveau chapitre, comme d'ailleurs ça a été cité à l'occasion de la visite du chef de l'exécutif en avril dernier au Maroc, quand il a été reçu par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Mais on sent vraiment que, quelle que soit l'appartenance politique, on voit aujourd'hui depuis l'Espagne le Maroc comme un réel partenaire et comme un partenaire à long terme. Ce n'est pas quelque chose juste pour régler un petit souci diplomatique et puis on passe à autre chose. Là, vraiment, on se positionne en tant que partenaire, notamment sur l'énergie, mais pas que. Anna Palacio, vous, en tant que ancienne chef de la diplomatie et spécialiste chevronnée de la diplomatie, mais aussi économiste, parce que vous avez été aussi vice-président de la Banque mondiale. Aujourd'hui, cette diplomatie économique, elle a totalement redéfini les bases d'une quelconque diplomatie dans le monde, et tout particulièrement pour nos deux pays. Écoutez, moi je crois que nous sommes à un moment pivotal, et je crois que la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, on ne saurait pas ne pas le faire. Il faut trouver la façon de le faire.
Mais ça, c'est une autre question. Peut-être qu'on l'aborde, parce que j'aimerais bien le dire. Je crois et là aussi, le Maroc doit jouer, peut jouer un rôle de cette prise de responsabilité de l'Afrique sur l'Afrique, des pays africains sur leurs questions. Mais parlons des relations entre... C'est que si on voit le futur, le Maroc a pris une décision qui d'ailleurs maintenant mais maintenant on voit combien c'était une bonne décision de miser sur le solaire. Bon, maintenant vous avez 500 mégawatts là, mais vous allez avoir 5000. Et alors, ça va être vers l'Afrique où vraiment l'électricité c'est un des grands... Parce que s'il y a une corrélation, c'est bien la corrélation entre électricité et prospérité, c'est clair. Mais aussi vers l'Europe. L'hydrogène, vous avez déjà des projets avec l'Allemagne sur l'hydrogène. L'hydrogène vert, on va l'envoyer par les gazoducs qui sont là. Et tout ça, ça fait que le premier point, eh bien, c'est en traversant pour cette idée européenne, et franchement, je crois qu'il faut réfléchir à l'Afrique en tant qu'Afrique, eh bien, c'est l'Espagne. Et moi, je ne parle pas, je crois que la coopération est bonne. Il y a toujours les relations de voisinage, comme les nôtres sont un bon exemple, mais on peut parler d'autres relations de voisinage, même quand on a une maison partagée. Eh bien, les relations de voisinage sont des relations très riches, avec beaucoup de fils, mais parfois il y a des nœuds. Alors quand il n'y a qu'un seul fil, on défait le nœud. Mais quand il y a un tas de fils, défaire les nœuds, c'est plus compliqué. Et je crois qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Ce n'est pas facile à gérer une relation de voisinage aussi intense que entre le Maroc et l'Espagne. Je crois que ce qu'il y a, moi je l'ai toujours pratiqué, c'est de parler très franchement entre nous, avec la contrepartie, pour ne pas laisser les interprétations. Ça, c'est très mauvais parce que ça vraiment, ça crée des... Je crois donc que nous engageons dans un parcours qui est un parcours où vraiment... Pas la Méditerranée, je crois qu'il faut aller au-delà du processus de Barcelone, quoique le processus de Barcelone soit important, mais où l'Europe commence à comprendre l'Afrique, pas encore sachant très bien que faire, et c'est là où encore le Maroc va jouer de courroie de transmission avec... Comment vous, est-ce que, c'est-à-dire ce leadership que le Maroc, mais c'est pas moi qui dis leadership, mais de la vie, de la vie de plusieurs observateurs, tout comme vous, Anna Palacios. Et prenons l'agriculture. Prenons l'agriculture. Les terres arables de la planète sont ici. Or, il n'y a pas une agriculture performante en Afrique. Eh bien, vous avez un des grands acteurs mondiaux dans les engrais, qui est OCP, et c'est situé, je ne parle pas des réserves, vous avez aussi les grandes réserves, mais de phosphate. Et ça, c'est un domaine où le Maroc, à travers une entreprise qui est publique, mais gérée avec tous les critères plus stricts d'entreprise privée, est en train de faire un travail absolument nécessaire et extrêmement important en Afrique sous-saharienne. Et ça, c'est important pour le monde. Parce que comment on peut admettre que l'Afrique ne soit pas suffisante en termes alimentaires, alors que l'Inde, avec à peu près la même population, à peu près, beaucoup moins de terrain, ils sont presque suffisants, non, comment on dit ? Autosuffisants, voilà. Exactement. Autosuffisants. Voilà. Alors, un grand défi qui nous interpelle, je dirais, en commun. Alors,
justement, parmi les défis qui nous interpellent en commun, il y a ce défi énergétique. Et vous avez prôné pour que l'Europe ait cette... vous avez mis en avant, dans l'un des papiers que vous avez rédigé, et que vous avez défendu cette idée de union énergétique. Qu'est-ce qu'une union énergétique aujourd'hui dans une Europe qui est tiraillée, divisée, à cause de cette question énergétique? Et je rappelle d'ailleurs que l'Espagne fait exception, bonne d'ailleurs, qui se démarque par rapport au reste des pays européens par rapport à cette question d'autosuffisance énergétique. Mais comment on peut encore envisager cette coopération, notamment dans l'énergie? C'est maintenant chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est vrai, vous avez absolument raison. Juste une minute de promotion. Oui. L'Espagne était très conservatrice. Et je dois dire que là, il y a une approche similaire au Maroc, en se disant on ne peut pas dépendre, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et alors, au lieu de faire comme l'Allemagne, c'est de dépendre d'une seule source. L'Espagne a une bonne relation avec l'Algérie de fourniture de gaz, mais elle a établi depuis le début une flottille de terminal pour le gaz liquéfié. Et elle a très fort misé sur les renouvelables. Voilà. Alors, pour l'Europe, écoutez, c'est encore le temps télévisif. Et moi, l'énergie a 3 pattes. Sécurité énergétique, donc avoir de l'énergie, c'est ce que maintenant les Européens se font la concurrence pour aller faire des accords avec la Libye ou avec la Mozambique ou avec que sais-je. Donc, avoir accès, que cette énergie soit raisonnablement, donc qu'on puisse la payer, le coût, et puis la transition énergétique. Or, l'Europe a essayé de faire une union énergétique. On y est depuis le début des années 2000. On a essayé par le marché de l'énergie. Bon, on n'a pas réussi vraiment. On n'est pas allé trop loin. Ensuite, on a fait un projet d'avoir l'Energy Union. Donc, l'union de l'énergie. Mais quel est le problème? C'est qu'on n'a pas avancé sur les 3 piliers. On n'a avancé que sur le pilier de transition énergétique. Pourquoi? Parce que c'est là où la Commission européenne, où les institutions européennes avaient des compétences. Alors, on a beaucoup avancé là, mais ça a été tellement déséquilibré que quand il y a eu tellement déséquilibré par rapport à l'accès à l'énergie et à la affordabilité, donc à ce que ça soit quelque chose qu'on puisse le payer, accessible, que ça a fait un énorme déséquilibre qui ne s'est pas manifesté jusqu'à ce qu'il y a eu la crise, la guerre. Voilà. Alors, on n'a pas, parce que moi, il y a des amis dans le monde qui me disaient, mais pourquoi? Mais l'Europe, on a l'idée préconçue qu'il y a une union énergétique parce que l'Union européenne est très active dans la transition énergétique, dans tout ce qui est décarbonisation et être neutre, disons, voilà. Mais c'était basé sur l'idée que le reste suivrait. À un moment donné, ça ne suit pas et l'Union européenne doit revoir la copie. Parce que quand je dis un déséquilibre, c'est aussi un déséquilibre sur le monde. Écoutez, ça ne fait pas de sens qu'un certain très important membre de l'Union européenne, que je ne vais pas nommer, établissent des accords avec le Mozambique. Et je parle du Mozambique, c'est des accords pour acheter leur gaz, pour faire de l'électricité, mais que les Mozambicains leur disent, écoutez, nous, on voudrait faire aussi de l'électricité avec le gaz. Ah, non, mais les agences européennes et en général multilatérales, ils ne contribuent à financer que du renouvelable. Eh bien, ça n'est pas raisonnable. Et maintenant, quand on a une multicrise, eh bien, je crois qu'il y a un bain de raison. C'est comme si c'était un choc et on réagit. Et je crois que l'Union européenne est en train de réagir. On va voir comment aujourd'hui, je n'ai pas vu les résultats du Conseil européen.
mais on avance. Et je crois que dans cet avancement, il va y avoir une dimension régionale. Et quand je parle régionale, je dis vers le sud. Donc, c'est-à-dire connexion avec le Maroc pour faire monter de l'électricité renouvelable, pour faire monter dans ces projets que je sais qu'ils sont en marche avec, disons, pas Union européenne, parce que nous avons tellement de chapeaux, mais avec un certain membre très important de l'Union européenne pour l'hydrogène vert, qui est une des mises de futur de l'Union européenne. Pourquoi ? Eh bien, parce que le problème des énergies renouvelables, comme nous le savons très bien, l'Espagne et le Maroc, c'est qu'elles sont intermittentes. Et alors, on a besoin de quelque chose qui puisse arranger le relais. Et le relais, maintenant, c'est le gaz. Mais je pense que plus vite qu'on imagine, ça va être l'hydrogène vert. Alors, en parlant de politique africaine, Anna Palacio, quand on voit aujourd'hui l'intérêt qui est porté vers la cause ukrainienne, tout ce qui est en dehors de cette cause ukrainienne est au second, troisième, quatrième degré d'intérêt des pays occidentaux. Est-ce que cela, selon vous, peut encore durer dans le temps? Jusqu'à quand? Écoutez, parce que tout est relégué au second plan, là. Je ne pense pas qu'on puisse reléguer au second plan le Mali, le Sahel. Et je pense qu'il y a eu une telle surprise. Et une telle surprise d'oisymut, parce que d'abord, personne n'imaginait en Union européenne que l'invasion allait avoir lieu. C'était quelque chose que les Américains disaient, mais on se disait, les Européens disaient, prenez une certaine distance. Et la preuve, c'est qu'aucune ambassade n'a pris des dispositions d'évacuation avant le 24 février. Donc ça, c'est la grande surprise. Mais je dois dire qu'il y a des surprises très importantes aussi. C'est comment l'Union européenne est restée unie, qui a surpris Poutine. Ça, c'est ce qui a surpris M. Poutine, clairement. Mais ça m'a surpris à moi. Moi, je suis surprise par les retours d'opinion publique, de sondages. Et en Allemagne, en Espagne, en Italie, nous, on n'a pas... Enfin, c'est normal. Normal, je retire. Non, c'est prévisible que la Pologne ait une sensibilité particulière, que les pays baltes, donc membres de l'Union européenne, tout. Mais que l'Italie, pour ne pas parler de l'Espagne, c'est le même cas, ou que le Portugal ait cette sensibilité parmi la citoyenneté. Combien ça va durer, je ne sais pas. Mais pour le moment, moi, j'ai été surprise. Donc, mais cela dit, ce ne sont pas tous les pays qui sont impliqués dans cette guerre en Ukraine de la même manière. Ah non, je veux dire, la clair. France, elle est impliquée financièrement, militairement, entre guillemets, c'est-à-dire en envoyant des armes, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas pour des autres pays européens qui ne font que applaudir ou dire oui, on condamne. Ça, c'est une autre question. Mais franchement, quand on est en Union européenne, l'unité est le seul qui s'est... C'est la Hongrie, parlons franchement. Oui. C'est le seul pays qui s'est écarté de cette unité. Il y a eu une unité. Pour des intérêts aussi énergétiques et autres. Mais moi, ça m'a surpris. Ça m'a surpris positivement. Alors, de là à dire que le reste est secondaire, je crois qu'on est sous le choc encore. Parce que ça n'a pas été uniquement une violation du droit international. C'est aussi une violation du droit le plus basique. C'est les tortures, ce qu'on est en train de voir, de cibler les civils, de faire exploser, c'est pas, dire, de faire, les centrales nucléaires, oui. Non, électriques. Oui, de couper l'électricité, de couper l'électricité aux populations civiles. Tout ça, c'est vraiment, je crois que ça agit dans l'inconscient. Il y a des phénomènes qu'on ne peut pas appréhender d'une façon rationnelle et que personne ne prévoyait. Franchement, personne ne prévoyait. On est là et on va voir comment ça évolue. Ça peut évoluer, c'est très ouvert et
La prochaine fois qu'on se voit, on certainement. Et avant justement de clore cette interview, Anna Palacio, peut-être l'avenir des relations Maroc-Espagne selon vous? L'avenir des relations, c'est l'avenir de nous tous. Je crois qu'il y a une prise de conscience généralisée que le monde a changé et que où nous recouvrons, revenons à la première question que vous m'avez posée, où nous revoyons la copie de ce que coopérer veut dire. Et évidemment, il y a différents degrés de coopération, mais avec le Maroc, l'Espagne doit avoir une coopération très forte. Et j'ouvre une parenthèse ici. It takes two to tango. Donc, c'est côté espagnol, c'est aussi côté marocain. Et avec cette idée qu'avant d'avoir des idées préconçues ou d'avoir des interprétations, il faut parler et il faut clarifier. Mais je crois que ce qu'on va voir, c'est ces fils dont je parlais, et où il y a parfois des nœuds, et ils vont se compléter avec de nouveaux fils qui vont être l'hydrogène, qui sont des fils positifs. Et on devra, franchement, on n'a pas mentionné l'immigration, les mineurs non accompagnés. Ça, ce sont des questions aussi à voir. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais il y a certains principes de base que nous partageons et où le Maroc et l'Espagne doivent et peuvent jouer un rôle extrêmement important. Merci beaucoup, Anna Palacio. Merci C'est un d'avoir grand répondu plaisir. à nos questions. Voilà, c'était l'entretien de la rédaction avec Anna Palacio, ancien chef de la diplomatie espagnole. Je vous remercie pour votre attention. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.